Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui risque de faire très mal et pas seulement en cuisine. Parce que dans Ici tout commence, à l'approche de Noël, tout le monde affiche des sourires mais derrière les guirlandes, les rancœurs s'accumulent, les vérités brûlent, et les cœurs finissent par se retrouver au bord de la rupture. On parle de l'épisode 1334, et franchement, cet épisode a un goût très particulier, celui d'une victoire qui coûte cher, d'une fête qui se transforme en champ de mine et d'un choix que Colline ne pourra plus repousser. D'un côté, Colline respire enfin, Clotilde valide son menu. C'est une reconnaissance énorme, une validation qui vient réparer des jours de pression, de doute, et cette sensation d'être constamment sur la sellette. Et dans la foulée, Colline lâche une bombe qui change tout, le mariage de Carla et Bérénice pourrait finalement avoir lieu à l'Institut. Un soulagement immédiat, un moment de gratitude et une phrase qui en dit long sur les priorités de Colline, elle ne fait pas ça pour briller, elle le fait pour sa cousine. Mais pendant que certains tentent de sauver un projet, ailleurs, ça explose. À l'atelier, Fleur craque. Elle confronte Tom, elle vide son sac, et la tension monte si fort que même le secret Santa y passe. Résultat, Tom se retrouve seul, dépassé, coincé entre ses responsabilités et ses erreurs, et à Noël, ça ne pardonne jamais. Et comme si ça ne suffisait pas, Clotilde frappe encore, hors de question que ce mariage ait lieu le jour de Noël. Refus net, glacé, inflexible. Rose refuse d'abandonner, elle pousse Colline à continuer, elle promet de l'emmener à la dégustation parce que ce qu'on joue ici, ce n'est plus juste un menu, c'est une bataille de conviction, de légitimité et de fierté. Au milieu de tout ça, il y a aussi une douceur inattendue, Pénélope et Ninon, un chocolat chaud, une invitation simple à la coloc, un Noël plus discret, mais plus vrai. Sauf que l'ambiance générale, elle, devient de plus en plus électrique. Tom tire Fleur au sort au secret Santa, l'ironie est cruelle et au foyer, une annonce inattendue va déclencher une onde de choc, surtout pour Solal. Et puis il y a l'essentiel. Le cœur du drame. À la ferme, Angèle prévient qu'on touche encore à sa fille, et elle ne laissera rien passer. Gaspard, lui, pousse César dans ses retranchements, l'amour n'attend pas. César finit par oser, mais au moment où il ouvre enfin son cœur, Colline demande du temps. Juste du temps. Un mot simple mais lourd, parce que derrière, on sent des blessures encore ouvertes. Et c'est là que tout bascule, à peine César s'éloigne, Amaury débarque. Fatigué, urgent, sincère, et il lâche les mots les plus dangereux qui soient, il est fou amoureux. Colline se fige. Elle ne répond pas. Son silence devient un vertige. Parce qu'elle est désormais coincée entre une vérité douce, une déclaration brute et ce besoin vital de se protéger. Alors, dans cette vidéo, on décortique tout. La victoire de Colline, le refus de Clotilde, l'explosion Fleur Tom, le secret Santa qui tourne au poison, l'ombre d'un Noël qui se fissure et surtout, le moment où Colline se retrouve à la croisée des chemins. Installez-vous bien, parce que l'épisode 1334 ne promet pas un Noël tranquille, il promet un Noël révélateur. Et cette fois, les masques risquent de tomber. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Colline peut enfin relâcher la pression. Après plusieurs jours marqués par le doute, la fatigue et une remise en question permanente, Clotilde valide officiellement son menu. Une reconnaissance attendue, presque espérée en silence, tant Colline s'est investie corps et âme dans ce projet. Cette validation ne représente pas seulement un feu vert professionnel, elle agit comme un véritable soulagement intérieur, un moment où la jeune chef reprend confiance en elle et en ses choix. Ce succès marque un tournant décisif. Sur le plan professionnel, Colline prouve qu'elle est capable de porter un projet ambitieux jusqu'au bout. Sur le plan personnel, cette réussite vient aussi réparer quelque chose de fragile en elle, mis à mal par les tensions récentes et les doutes accumulés. Portée par cet élan positif, Colline annonce une nouvelle cruciale à Carla et Bérénice. Son regard est sérieux, mais on sent derrière ces mots une émotion sincère. Le mariage pourra finalement se faire à l'Institut. La réaction ne se fait pas attendre. Le soulagement est immédiat, presque palpable. Bérénice, profondément émue, n'essaie même pas de cacher ce que cette annonce représente pour elle. Elle attrape la main de Colline, la voix chargée de gratitude. « Merci, tu nous sauves.
Colline, fidèle à elle-même, esquisse un sourire sincère, sans chercher à se mettre en avant ni à recevoir des compliments. Elle remet les choses à leur juste place, avec simplicité et honnêteté. Je fais pas ça pour vous remercier. Je le fais pour ma cousine. Un moment simple, sans grand discours, mais chargé de sens. À travers cet échange, les liens familiaux se resserrent encore un peu plus. Ce n'est pas seulement un projet qui avance, c'est une relation qui se consolide, basée sur le soutien, la loyauté et la confiance. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, l'ambiance est tout sauf apaisée du côté de l'atelier. La tension est palpable. Fleur confronte Tom, visiblement à bout, épuisée par ce qu'elle ressent comme une accumulation injuste de responsabilités. J'ai pas signé pour être ta secrétaire. Pris de court par cette attaque frontale, Tom tente de rester calme. Il essaie de se justifier, persuadé de bien faire. Si je te donne autant de responsabilités, c'est parce que je crois en toi. T'es capable de gérer. Mais pour Fleur, ces mots ne suffisent plus. Elle n'entend plus raison. La fatigue, la frustration et le sentiment de ne pas être reconnue prennent le dessus. Ah ouais? Parce que moi, j'ai surtout l'impression d'être ta bonne à tout faire. La tension monte d'un cran. La discussion dégénère. Fleur finit par exploser, laissant éclater tout ce qu'elle retient depuis trop longtemps. Franchement, ton atelier et ton ego, tu peux te les mettre là où tu penses le secret sans t'as compris. Sans attendre de réponse, elle tourne les talons, furieuse, laissant Tom seul face à ses contradictions. Entre incompréhension et remise en question, il réalise que, malgré ses bonnes intentions, quelque chose lui échappe. Un clash de plus qui rappelle qu'à l'Institut, derrière les ambitions, les projets et les défis professionnels, les relations humaines restent le terrain le plus fragile et souvent le plus explosif. À l'Institut, une autre décision vient brusquement refroidir l'atmosphère. Celle de Clotilde tombe comme un coup près. Elle refuse catégoriquement que le mariage ait lieu le jour de Noël. Pour elle, cette date ne se négocie pas. Noël est sacré, réservé à un moment intime, loin de l'agitation, des cuisines en effervescence et des événements d'ampleur. Noël, ce n'est pas une vitrine. C'est un moment à part, tranche-t-elle, inflexible. Rose tente alors de plaider la cause de Colline. Elle met en avant son investissement, son sérieux, mais aussi la portée symbolique et profondément personnelle que ce mariage aurait pour Colline comme pour Carla. Elle insiste, convaincue que ce projet mérite d'être défendu. Mais rien n'y fait. Clotilde reste droite, fermée, persuadée de protéger l'esprit de l'Institut autant que ses propres valeurs. Pour elle, céder serait trahir ce que Noël représente. Déçue mais loin d'être abattue, Rose retrouve Colline un peu plus tard. Son regard est déterminé, presque combatif. Continue. Poursuis ton idée, lui dit-elle avec douceur, mais fermeté. Colline hésite. Le refus de Clotilde l'a touchée plus qu'elle ne veut bien l'admettre. Mais si Clotilde ne veut pas? Rose l'interrompt, sûre d'elle. Laisse-moi faire. Je vais l'emmener à la dégustation. Elle verra par elle-même que tu ne te trompes pas. Et peut-être qu'elle comprendra qu'elle a tort. Ces mots agissent comme un déclic. Ils redonnent à Colline l'élan qui lui manquait. Ce n'est désormais plus seulement un projet culinaire à défendre, mais une conviction profonde, portée par le travail, la sincérité et la passion. Dans un tout autre registre, un moment de douceur vient apaiser l'atmosphère au cœur de l'Institut. Pénélope retrouve Ninon au comptoir. Un sourire discret se dessine sur ses lèvres, annonçant une attention simple, mais sincère. Elle lui tend alors un mug fumant, encore brûlant entre ses mains, d'où s'échappe une douce odeur réconfortante. Chocolat chaud maison. Avec guimauve et chantilly. Ninon ouvre de grands yeux, sincèrement surprise par cette attention inattendue. Sérieusement? Juste comme ça? Pénélope hausse légèrement les épaules, un sourire tranquille aux lèvres. Juste comme ça, répond-elle simplement, comme si ce geste allait de soi. Ninon goûte une première gorgée. La chaleur, la douceur, le goût sucré. Elle ferme presque les yeux avant de laisser échapper un sourire sincère, désarmé. C'est trop gentil merci.
Dans ce geste en apparence banal, il y a pourtant beaucoup plus qu'un simple chocolat chaud. Il y a du réconfort, de la bienveillance, et cette manière silencieuse mais puissante de dire « je suis là », sans discours ni promesse. Au milieu des conflits, des décisions difficiles et des ambitions qui s'entrechoquent à l'Institut, ces petites attentions rappellent que ce lieu reste avant tout un espace de liens humains, où l'on se soutient parfois par des gestes simples, mais essentiels. À l'approche de Noël, Ninon sent alors monter en elle une envie aussi simple que forte, passer les fêtes avec Pénélope. L'idée la réchauffe presque autant que le mug qu'elle tient encore entre ses mains. Mais la réalité la rattrape rapidement. Punie, elle est consignée à l'économat, à l'écart des préparatifs et de l'effervescence habituelle de l'Institut. Déçue, un peu résignée, elle tente malgré toute une proposition timide, presque hésitante. On pourrait déjeuner ensemble le 25 même si c'est juste un moment. Pénélope ne réfléchit pas longtemps. La réponse est immédiate, naturelle. Viens à la coloc. On fera ça tranquillement, toutes les deux. Le visage de Ninon s'illumine instantanément. Dans cette invitation simple, il y a bien plus qu'un repas partagé, il y a la promesse d'un Noël différent, plus discret, loin du tumulte, mais surtout profondément partagé. Pendant ce temps, à l'atelier, l'ambiance est tout autre. Solal travaille avec Tom sur le menu du Noël du futur. Les idées fusent, les assiettes s'alignent, mais l'atmosphère est loin d'être festive. Tom est d'une humeur exécrable. J'en ai marre de tout gérer tout seul, grommelle-t-il en alignant des échantillons, visiblement à bout. Il rumine toujours la même chose, le secret Santa. Depuis que Fleur l'a lâché, il se retrouve à tout organiser en solo. Décoration, planning, cadeau, tout repose désormais sur ses épaules. Franchement, Noël, ça me saoule, lâche-t-il, ironique, en accrochant une guirlande sans la moindre conviction. Solal tente bien d'alléger l'atmosphère, de relativiser, mais sans grand succès. Tom reste enfermé dans sa frustration. Et comme si le sort s'acharnait, il découvre le tirage au sort, il a pioché Fleur pour le secret Santa. Un sourire amer se dessine aussitôt sur son visage. Parfait. Son idée de cadeau est déjà toute trouvée, de l'engrais. Un présent à la fois piquant et symbolique, à mi-chemin entre provocation assumée et message à peine déguisé, exactement à l'image de leur relation actuelle, tendue et pleine de non-dits. Dans l'air flotte alors deux Noëls radicalement opposés. L'un, doux et réconfortant, qui se construit à deux autour d'un simple repas. L'autre, grinçant, chargé de rancœur et de frustration, où l'esprit de fête peine encore à trouver sa place. À la ferme, Angèle, elle, ne tourne pas autour du pot. Elle fait face à Gaspard et César, le regard dur, la voix posée mais sans la moindre ambiguïté. Je vous le dis une bonne fois pour toutes. Si jamais vous faites encore du mal à ma fille, je vous dégomme. Le silence qui suit est glacial. Pas besoin d'en dire plus, le message est passé. Angèle ne menace pas, elle prévient. Et chacun comprend immédiatement qu'elle ne plaisante absolument pas. Un peu plus tard, loin de cette confrontation musclée, Gaspard rejoint César à l'écart. L'ambiance est plus détendue, mais le sujet reste brûlant. Arrête de faire l'idiot. Je sais très bien que Colline te plaît. César tente de nier, un peu maladroitement, comme s'il espérait encore esquiver l'évidence. N'importe quoi. Gaspard lève les yeux au ciel, visiblement peu dupe. Sérieux, en matière de sentiments, vous êtes tous les deux empotés l'un contre l'autre. Vous vous tournez autour, vous vous protégez, mais vous osez jamais dire les choses. Il marque une pause, observe César quelques secondes, puis reprend d'un ton plus posé, presque fraternel. Si tu veux qu'il se passe quelque chose, il n'y a pas 36 solutions. Faut que tu déclares ta flamme. Sans plan, sans stratégie, sans mensonge. César reste silencieux, profondément troublé. Les mots de Gaspard font mouche. Ils mettent le doigt là où ça fait mal. Pour la première fois, l'idée d'être honnête, vraiment honnête, ne lui apparaît plus seulement comme un risque, mais comme une nécessité. Terrifiante, oui mais peut-être incontournable. Dans l'air froid de la ferme, une évidence commence à s'imposer à lui. Ce n'est plus le moment de se cacher. Cette fois, il va falloir choisir entre le courage ou le regret.
Pourtant, César hésite encore. Il confie à Gaspard qu'il préférerait attendre après Noël à l'Institut pour parler à Colline, histoire de ne pas lui ajouter une pression supplémentaire en pleine période chargée. J'ai pas envie de la perturber. Gaspard lève de nouveau les yeux au ciel, excédé par tant de prudence. Non mais sérieux, tu arrêtes d'être mignon. L'amour, ça n'attend pas le calendrier. Il insiste, sans détour, sans filtre. À force d'attendre le bon moment, tu vas surtout rater le seul qui compte. César reste pensif. Les mots résonnent longtemps. Derrière cette prudence affichée, il comprend qu'il y a surtout une peur plus profonde, celle de se dévoiler, de s'exposer, et de risquer de tout perdre. Au foyer, l'ambiance est nettement plus bruyante. C'est l'heure tant attendue de l'ouverture des cadeaux du secret Santa. Les papiers volent, les rires fusent, les commentaires aussi, dans une atmosphère faussement légère. Solal ouvre son paquet et découvre un t-shirt Bad Girl destiné à Bianca. Il éclate de rire, moqueur, tandis que Bianca hausse un sourcil, mi-amusé, mi-interloqué. Très subtil, lance-t-elle, ironique, sous les regards amusés des autres. Mais le véritable rebondissement arrive un peu plus tard. Contre toute attente, Tom change brusquement d'avis. Devant tout le monde, il annonce qu'il offre à Fleur le poste de chef de l'atelier le 25 décembre. Un silence lourd s'abat aussitôt dans la pièce. Solal se fige. Attends quoi? La douche froide est immédiate. Il comprend, sans qu'on ait besoin de lui expliquer davantage, que le poste qu'il espérait ne sera pas pour lui. La nouvelle le frappe de plein fouet. Son visage se ferme. La déception est palpable, presque douloureuse. Autour de lui, certains échangent des regards gênés, conscients que ce cadeau vient de transformer l'ambiance festive en malaise collectif. Ce qui devait être un moment joyeux ressemble désormais à une bombe à retardement. Entre déclarations repoussées, cadeaux mal calibrés et décisions qui froissent les égos, l'esprit de Noël à l'Institut s'annonce aussi explosif que révélateur. Face au travail accompli, Clotilde, elle, ne cache pas sa surprise. Elle observe attentivement le menu imaginé par Colline, la cohérence de l'ensemble, l'intelligence des choix, mais surtout la manière dont les deux projets peuvent se répondre sans jamais se parasiter. Le silence s'étire. Puis, après un long moment de réflexion, Clotilde finit par céder, sincèrement impressionnée. Colline encaisse la nouvelle avec émotion. Elle reste digne, mais on sent que quelque chose se relâche enfin en elle. Ce n'est pas seulement une victoire professionnelle. C'est la preuve qu'on la regarde désormais autrement. Qu'on la prend enfin au sérieux. Qu'elle a trouvé sa place. Un peu plus tard, dans un moment plus calme, à l'écart de l'agitation, César prend une décision. Cette fois, il ne veut plus attendre. Il retrouve Colline, le cœur battant, déterminé à ne plus se réfugier derrière l'humour, les demi-mots ou les silences prudents. Il prend une inspiration, cherche ses mots, puis se lance, d'une voix posée mais profondément sincère. Il lui rappelle la discussion de la semaine précédente. Le moment où il lui avait dit qu'elle était drôle, gentille, bienveillante. Il précise que ce n'était ni une phrase lancée à la légère, ni une tentative de séduction maladroite. Il le pensait vraiment. Puis, sans détour, sans stratégie, simplement avec honnêteté, il ajoute. Je tiens vraiment à toi. Les mots restent suspendus entre eux, lourds de sens. Colline ne détourne pas le regard, mais son visage se ferme légèrement. On sent que ce qu'il dit la touche profondément. Pourtant, elle ne peut pas répondre comme il l'espérerait. Après quelques secondes de silence, elle lui répond avec douceur, mais aussi avec une lucidité désarmante. Elle ne rejette pas ses mots. Elle ne les minimise pas non plus. Mais elle avoue qu'elle va avoir besoin de temps. Du temps pour comprendre ce qu'elle ressent réellement. Du temps pour se remettre de ce qu'elle vient de traverser. Du temps pour ne pas reconstruire trop vite sur des blessures encore à vif. César acquiesce. Même si la déception affleure, il comprend. Il sait que cette réponse n'est pas un refus, mais une frontière nécessaire, posée pour se protéger. Dans ce moment suspendu, il n'y a ni promesse, ni certitude. Seulement deux personnes qui choisissent enfin la vérité, même quand elle est inconfortable.
Et parfois, c'est déjà une immense avancée. À peine César s'est-il éloigné que le calme est brutalement rompu. Amaury débarque à l'Institut, visiblement décidé à ne plus fuir ce qu'il ressent. Son regard est fatigué, marqué par les doutes, mais habité d'une urgence presque désespérée. Il s'approche de Colline, sans agressivité cette fois, mais avec une sincérité désarmante. « J'ai été un idiot. » Il marque une pause, comme s'il pesait chaque mot, conscient de l'importance de ce qu'il est sur le point de dire. « Mais je suis fou amoureux de toi. » Colline se fige. Amaury poursuit, la voix chargée d'émotion. Des histoires comme ça n'arrive qu'une fois dans une vie. On ne peut pas laisser passer une chance pareille juste par peur ou par orgueil. Il la regarde droit dans les yeux, cherchant une réponse, un signe, n'importe quoi. Mais Colline ne dit rien. Son silence est lourd, ambigu. Son regard trahit un trouble réel, un combat intérieur entre ce qu'elle ressent encore, ce qu'elle a subi, et ce qu'elle veut devenir. Elle n'avance pas. Elle ne recule pas non plus. Amaury comprend qu'il a touché quelque chose de fragile. Il s'arrête là, suspendu à ce silence qui en dit long, trop long. Dans cet instant figé, rien n'est encore décidé, mais tout peut basculer. Entre les mots sincères de César, la déclaration brute d'Amaury et ce besoin vital de se protéger, Colline se retrouve à la croisée des chemins. Et cette fois, le choix ne pourra plus être évité. Et au terme de cet épisode 1334, une chose devient évidente, plus rien ne pourra rester en suspens. À l'Institut, Noël n'aura pas seulement été une fête à organiser ou un menu à valider. Il aura été un révélateur. Un révélateur de fatigue, de rancœur, de blessures mal refermées mais aussi de courage, de loyauté et de vérité enfin assumée. Colline a gagné une reconnaissance professionnelle majeure, mais elle comprend que certaines victoires ont un prix émotionnel. Être prise au sérieux, c'est aussi accepter d'être exposée, regardée, attendue. Autour d'elle, les équilibres vacillent. Les égos se froissent, les frustrations explosent, les cadeaux deviennent des armes déguisées. À l'ombre des guirlandes, chacun se retrouve face à ce qu'il a trop longtemps évité, ses limites, ses peurs, ses non-dits. Et parfois, Noël ne répare rien, il met simplement tout en lumière. Mais le cœur de cet épisode, c'est ce silence. Le silence de Colline. Un silence lourd, inconfortable, presque douloureux. Parce qu'il ne dit ni oui, ni non. Parce qu'il contient à la fois ce qu'elle ressent encore, ce qu'elle refuse désormais de subir, et ce qu'elle espère peut-être redevenir. Entre la sincérité posée de César et la déclaration brute d'Amaury, Colline n'a plus la possibilité de se cacher derrière le travail ou les autres. Cette fois, le choix sera personnel. Intime. Inévitable. Et c'est sans doute ça, la vraie force de cet épisode, rappeler que les décisions les plus importantes ne sont pas toujours celles qui font du bruit. Ce sont souvent celles qui se prennent dans le silence, quand plus personne ne regarde et que le cœur, lui, n'a plus d'échappatoire. Alors une question demeure, et elle plane encore longtemps après le générique. Colline osera-t-elle écouter ce qu'elle veut vraiment ou ce que les autres attendent d'elle? La suite promet d'être intense, fragile, et profondément humaine. Si cette analyse vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à partager en commentaire votre ressenti, Team César, Team Amaury ou Team Colline avant tout. On se retrouve très vite pour la suite d'ici tout commence. Et d'ici là, souvenez-vous, parfois, le plus grand courage c'est de prendre le temps de choisir.